Aujourd'hui, à Affirmation, nous plongeons dans une page d'histoire vivante. Un homme dont le parcours est un véritable acte de résistance et de création. Artiste multidisciplinaire, photographe, vidéaste et musicien connu sous le nom de Sapiens, il a été un des militants de la première heure qui ont pavé la voie au village gay de Montréal et à nos droits actuels. Notre invité, Denis Bélapointe. Bonjour, Denis. Bonjour, Denis. Ah ben voilà, Denis, ça va voilà. On va se confondre un peu. Il y a déjà eu les 2D, mais on va renouveler le genre. Tout à fait. Alors, tu es né à l'hôpital de la Miséricorde dans des circonstances complexes. Tu as grandi à Matane. Tu as transformé les blessures de l'ostracisme en une force créatrice et une militance indomptable. Du militantisme radical des années 80 aux archives gays du Québec aujourd'hui. Donc, on retrace avec toi ton voyage personnel marqué par la spiritualité, les épreuves et une quête incessante de la vérité. Ben wow, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Allons-y. Donc, je l'ai dit, tu es né à Montréal en 1951. Oui. Tu as été donné en adoption. Parle-nous un peu des circonstances de tout ça. Les circonstances de ma naissance? Ouais. Disons que... disons que ma génitrice était une femme qui a beaucoup aimé. Mm-hmm. Et je suis le produit de ses amours, CES et SES. Ouais. Et je suis né j'ai été conçu à Grand Remous. OK. Ce qui ne s'invente pas, en rapport avec la vie, les remous que j'ai eus dans ma vie subséquente. Alors, c'est ça, et j'ai passé la première année de ma vie à la crèche de Miséricorde, Dorchester et Saint-Hubert, et d'où... évidemment, qui a des chances de créer ce qu'on appelle le trouble de l'attachement. Ouais. Et bon, tu pars dans la vie comme ça. Même quand j'étais là, on me donnait du Gardénal, donc des pentobarbital. Alors, Donc, des médicaments, là. Oui. Ouais. Oui, pour pas qu'on pleure, pour avoir la paix, en fait. Oui, pour qu'il... Alors, toi, tu as appris ton adoption de façon assez brutale, c'est à l'âge de 8 ans, parce qu'avant ça, tu ne le savais pas. Non, je ne savais pas. À l'âge de 8 ans, je me chicanais avec la petite voisine qui m'a crié comme ça. « T'es un bâtard, tu viens de la crèche, c'est pas ta vraie mère. » C'est dur, ça. Comment ça a joué, ça, sur ton regard sur toi-même et ta place dans le monde ou dans ton village? Reject. Oui, le rejet. Ah, bien sûr, le reject. Et puis, bon, comme j'étais, on va dire un peu, on appelait ça à l'époque un peu efféminé, c'est sûr que dans le village, j'étais la risée de tout le monde. Tu sais, bon, on parle de c'est quoi? D'ostracisation? Oui, on parle d'intimidation. Oui. Et je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Pour toi, c'était pas assez, c'était vraiment non, l'intimidation, c'est un euphémisme, là. Oui. Pour moi, ça s'appelle de la coercition, du terrorisme, tu sais, I wish you dead, là, à quelque part, tu sais. C'était vraiment violent comme ça. Très. Mais comment t'as fait pour grandir là-dedans? Ben, premièrement, moi, je me suis jamais battu, j'ai pas de muscles, j'ai rien, ça n'a jamais été ma tasse de thé, le combat physique. Par contre, quand on me battait, je me serrais les mâchoires, je me fermais les yeux, puis je me disais, à un moment donné, ça va arrêter. Et c'était qui faisait ça? Les gars. Les gars de ton âge, du village? Oui, un peu plus vieux, de mon âge, les gars du village. Ben, des gars du village. Et pourquoi? Seulement parce que t'étais efféminé, puis c'était carrément de l'homophobie. Ben, je pense que dans un village, il en faut un. Ouais. Il en fallait un. Il fallait un bouc émissaire. Bien sûr. En psychothérapie, moi, ce que j'ai appris, c'est que je représentais l'ombre que ces gens-là avaient à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'était plus facile pour eux de me pointer que d'aller voir à l'intérieur d'eux puis essayer de faire un exercice là, Et c'est très fréquent. C'est très fréquent. Bien sûr. Écoutez, c'est anecdotique, mon histoire, là, à quelque part, tu sais. C'est très fréquent, parce qu'on dit souvent que les pires homophobes sont homosexuels eux-mêmes, ils se refoulent. À qui le dites-vous? Mais c'est vrai, c'est beaucoup démontré. Oui. Donc, t'endurais ça de 51 à 1975. Oui, jusqu'à ce que je déménage à Québec. Alors, qu'est-ce que tu cherchais à Québec? La paix. La paix, l'anonymat, un écho à ce que j'étais. Voilà, un écho que j'avais pas. Parce qu'il n'y avait pas seulement ça qui n'allait pas, tu subissais de la violence à la maison.
verbal. Oui. C'est dur quand même. Mais ma pauvre mère adoptive, là, je veux dire, j'y en laissais pas passer une non plus, là. Je veux dire, C'était pas facile. Mais, non, ouais. ben non. Ma mère adoptive ne me protégeait pas. Alors, quand j'arrivais en pleurant après avoir été battu, etc., excuse-moi, maman, mais tu sais, elle me répétait souvent si tu arrives en sang, je vais fesser par-dessus. Tu sais, c'est des choses comme ça là, que je recevais. Et, donc, il n'y a pas de renforcement positif. pas du tout, ou je vais te placer, ou je vais t'envoyer faire un homme de toi, etc. Alors, j'étais reject à quelque... Tu sais, je ne veux pas faire de l'apitoiement, mais j'étais comme un peu reject à la naissance et un peu reject aussi dans ma famille adoptive parce que j'étais ce que j'étais et j'en laissais pas passer. Là. J'étais une tête forte, comme on dit. Là. Alors, avant de partir pour Québec, parce que donc tu fuyais cet ostracisme que tu as vécu, pour pas dire même terrorisme, mais tu fuyais aussi la violence dans ta famille, et parce que tu étais différent. Mais toi, quand t'es-tu rendu compte que tu étais différent? Est-ce qu'il y a eu un moment de coming out, comme on dit? Pas du tout. T'as toujours Pour su moi, le coming que... out, je connais pas ça. OK. J'ai toujours... premièrement, quand tu es un enfant, on t'accuse des choses des fois que tu comprends pas nécessairement. Tu sais, mais je sentais que ces allusions... Premièrement, on me disait que j'étais vicieux. Ma mère adoptive, elle me traitait tout le temps de vicieux. J'ai incarné le vice pour elle. Pourquoi? Elle voyait du péché partout. Parce que tu étais différent? Oui. Parce que tu étais trop jeune pour avoir eu des attouchements ou des relations? Ah oui, j'en ai eu. Les premiers, c'était comme 4 ou 5 ans, 8 ans. Oui, avec des garçons... des messieurs. Des messieurs plus vieux. Oui. Oh boy. Mais ce qui m'avait... en fait, ces attouchements-là, quand l'enfant que j'étais a appris qu'avec ces attouchements-là, ou en rapport avec ces attouchements-là, que d'entrer en relation ou en intimité avec les gens, ça passait par la génitalité. Alors, c'est sûr que j'étais un vicieux, à quelque part, pour ma pauvre mère. Parce que moi, j'ai toujours eu... Il me semble qu'à partir... J'ai pas eu d'enfance, hein? Fait qu'à partir de ces moments-là, moi, il y avait de la génitalité. Ensuite, pré-ado, 11 ans, c'est devenu de la sexualité. Et Mais c'est terrible ce que tu dis là. C'est quand même... C'est quand même c'est quand même de la pédophilie, quelque part. Ça n'a jamais été dans la violence. Pour moi, j'ai aimé ça, moi. On m'a séduit. Et moi, si tu me séduis, c'est sûr... En tout cas, à l'époque, si tu me séduis, c'est sûr que... C'est comment pouvais-tu? Tu étais trop jeune pour savoir. Moi, tu sais, je veux dire, un adulte qui... Tu sais, mon frère, un de mes frères, mes frères ont été orphelins du Plessis, d'ailleurs. Ouais. Et un de mes frères me racontait qu'il avait... Tu sais, qui avait été le préféré d'un frère, mais qu'à un moment donné, en vieillissant, le frère avait changé pour un autre jeune. Et mon frère a vécu une peine d'amour. Ah ouais. Mon frère qui était hétéro, là, a vécu une peine d'amour parce que le cliché, séduit et abandonné, à quelque part. Donc, jusqu'à l'âge de 24 ans, tu as quand même vécu dans ce milieu difficile, mais tu avais donc aussi une vie intime plus ou moins intime qui fonctionnait plus ou moins bien, c'est ça? Elle fonctionnait très bien. T'avais des copains? Parce que c'était l'époque du péché. Et moi, j'aimais ça, péché. La transgression, Denis Martin. Ouais. C'est l'histoire de ma vie, un peu, la transgression, tu sais. Et voilà. J'ai aussi vu que tu étais papa. Oui, comment c'est arrivé? J'ai tout fait. J'ai essayé des choses dans ma vie, dont j'ai eu quelques blondes. C'était quand tu habitais... Quand j'habitais à Matane, c'est ça. Et la dernière en date est tombée enceinte et elle a gardé l'enfant. Et je suis père maintenant d'une femme qui aura 49 ans en avril. Wow. Et je suis grand-père de deux petites filles. Wow. Alors, et ça non plus, tu l'as appris une fois que l'enfant était au monde, c'est ça? Ben oui, j'ai pas été convié à rien, moi, pas à la grossesse, pas au premier vagissement de cet enfant-là. J'ai pas changé de couche, j'ai pas vu ses premiers sourires, j'ai pas appris à marcher,
on commence là, à se donner vous avez ce une qu'on relation, appelle une relation maintenant, mais oui. ça fait pas longtemps, là, c'est ouais. de quelques années, là, 2, 3 ans peut-être. Comment tu as réagi quand cette personne-là est arrivée dans ta vie à nouveau ou a frappé à ta porte? Puis... Écoute, j'ai fréquenté un peu cet enfant-là. Dans les premières années, il fallait pas que je dise que j'étais son père, d'abord. Parce que la famille de mon ex ou de sa mère, pour eux autres, il n'était pas question que cet enfant-là soit à mon contact parce que j'étais un drogué, un fif ou peu importe. Tu étais vraiment un paria. Oh, j'étais le paria de plusieurs personnes, mettons. Ouais. Même, c'est niaiseux, mais on m'empêchait de voir ma fille parce que paraît-il qu'elle sentirait le patchouli, là, tu sais. non, mais regarde, c'est tout et rien, là. Donc, je peux comprendre qu'en 75, j'en ai assez, je quitte, je m'en vais à Québec. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Québec? Tu es arrivé à 24 ans à Québec, c'était une grande ville. C'était pas Montréal, mais c'est quand même une grande ville comparativement à Matane. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à Québec? Premièrement, il fallait que je quitte Matane parce que ça faisait quelques années que j'étais dans des dépressions profondes, médicamentées, psychiatrisées, etc. Et j'essayais de... Je compte plus les fois où j'essayais de me suicider en prenant mes pots de pilule ou quoi, puis ça marchait jamais, là, tu sais. Puis ma mère adoptive, ce qui était drôle, c'est que des fois, je dormais comme des 30 heures, 40 heures, puis elle dit, j'ouvrais la porte, voir si tu respirais, si t'étais pas mort. Mais elle fermait, mais tu sais, j'avais pas d'aide, j'avais rien. Rien. J'avais aucun support. J'étais seul. Terrible de vouloir mourir comme ça. Oui. Ah, mais ça m'a... Écoute... Si j'en faisais pas l'exercice, je dirais oui quand même à ça maintenant aussi. Là, ça m'habite, en fait, ma finitude. Ah oui? Oui. Mais t'as pas de tendance suicidaire maintenant? Maintenant, non. Non. Et ça, c'est tendance suicidaire? En fait, j'avais décidé de m'enlever, de terminer ma vie à l'âge de 70 ans. Et par un concours de choses, des amis, un support, un moment donné, j'ai rencontré le compagnon que j'ai eu pendant 5 ans. Et j'ai mis une pause. À l'époque, au départ, c'était une pause. Et avec ce compagnon-là, je me suis reconstruit un goût de vivre. Pas juste avec ce compagnon-là, mais en général aussi. Là, je pense que mon instinct de vie était plus fort que mon instinct de mort. Et qu'il me fallait il fallait que je sois investi dans quelque chose. Et avec mon compagnon, on a créé une œuvre musicale et tout ça. Et ça t'a donné un nouveau goût à la vie. Oui. Mais ces pensées suicidaires, tu les as eues depuis que tu étais très jeune. Oui. C'est quand même épouvantable. Oui, adolescent. Tu n'as pas eu d'aide là, pendant longtemps pour ça. Non. Mais là, ça fait 30-35 ans que je fréquente un psy et puis qui m'aide dans ma démarche, je dirais, ontologique. C'est aller vers soi. Ma thérapie, si on résume ça en un mot ou en une phrase, c'est le risque de soi, oser être. Oui. Donc, Québec, qu'est-ce que tu as trouvé à Québec? Le sexe, la drogue, et le rock'n'roll. Bon, oui, d'accord. Mais encore? J'ai trouvé le goût de Montréal. Ah bon? Québec, c'était pas assez? Non. Pourquoi? Tu changes pas un village pour un village. Excusez-moi, les gens de Québec. Moi, je suis de Québec, puis je n'ai pas aucune insulte à ça. Non, mais c'était pas assez. C'était pas assez. Premièrement, j'avais besoin d'anonymat. Et à Québec, c'est assez difficile d'avoir de l'anonymat quand tu es dans un milieu, quand tu es dans le milieu gay, qui est un milieu qui était à l'époque encore, peut-être maintenant, mais assez restreint. Oui. Donc, tout le monde connaissait tout le monde et connaissait ta vie, etc. Puis ça revenait, sauf la violence, ça revenait au même qu'à Petit-Matane. Tu avais besoin de plus d'espace que ça. Oui. Et à Montréal, il y avait les arts, le théâtre, la musique, les bars, la connexion avec New York. Pour moi, c'était international. Là. Mais je ne savais pas que j'étais né là encore. Ah, d'accord. C'est intéressant parce que là, on est parti de Québec. Il y a eu quand même plusieurs petites étapes. On va essayer de ne pas trop parler là-dedans parce que c'est un peu compliqué. Tu es allé à San Francisco, entre autres. Complexe, mettons, oui. Ouais. Mais tu t'es retrouvé donc à Montréal en quelle année? En 1976, 2 semaines après les Olympiques, le 22 août 1976, je débarquais à Berry de Montigny et ça sentait le ciment et le pneu et ça a fait « Ah, enfin chez moi! »
Je me suis senti chez moi tout de suite. Oui, j'avais peut-être la mémoire, pas les souvenirs, mais la mémoire du bitume, du béton, de tout ça. Ah, peut-être, ta maman avait respiré ça toute sa vie. Puis Oui, j'étais enfant sur la ferme. Là, j'avais 3-4 ans. Et quand l'autobus venait porter le courrier au coin de la route, puis je sentais cet autobus-là, puis ce qui se dégageait de l'intérieur, ça voulait dire ailleurs. Je voulais m'en aller ailleurs, déjà. Ouais. Je voulais embarquer dans l'autobus puis m'en aller, moi. Bon, donc, à Montréal, tu es chez toi dès que tu descends de l'autobus. Oui. J'ai eu le même feeling à San Francisco, en fait. Ah oui? Oui. Et San Francisco, on va y aller rapidement. Tu es allé à San Francisco, tu es resté là quand même combien de temps? Habiter, à la fin des années 80, j'étais comme 3 mois à San Francisco. Mais depuis la fin... Pardon? Tu voulais vivre là? Oui. Ouais. Mais depuis la fin des années 70, j'y allais plusieurs fois par année parce que j'avais un être très cher, disons, à San Francisco. Oui, San Francisco, quand même... Qui est décédé du sida en 1987. Oh, c'est terrible, ces années-là. Oui. Mais ça, San Francisco, c'était vraiment... Tu voulais rester, mais qu'est-ce qui a fait que tu as dit, non, finalement, ça va être Montréal? J'étais pas prêt à... Je m'ennuyais toujours de chez moi, qui est Montréal. Ouais. J'ai fait la même chose en Floride, là, en 1976. Je suis allé 3 mois. 3 mois, c'était mon top, dans le fond. Il fallait que je revienne chez moi. Chez moi, avec tout ce que ça veut dire aussi. Alors, c'est chez toi, mais je vais quand même te rappeler qu'en 76, puis 77, puis 78, en fait, tu es arrivé aussi à une époque où il y avait l'effervescence de la vie gay, mais il y avait en même temps l'effervescence de la répression policière. C'était terrible, cette époque-là. Oui. Alors, raconte-moi un peu comment tu as vécu ça. Moi, personnellement, la répression policière se faisait d'abord à partir de plaintes. Et comment dire, la loi est ainsi libellée que, par exemple, le Trox, là, on va y en venir, c'était une maison de débauche. C'est marqué dans... Alors, qu'est-ce que c'est la débauche? C'était exactement ce qui se passait dans le backroom du Trox. Et moi, mon attitude vis-à-vis... la répression policière, c'est sûr qu'avec les guns puis tout ça, là, ça marche pas. Là, je cautionnais pas ça, puis j'étais le premier dans la rue avec les pancartes. Bon. Mais moi, mon attitude, c'est « Oui, monsieur le juge, coupable, combien merci? » J'étais dans ce que la loi appelait une maison de débauche. Il faisait des descentes plus dans les bars gays que dans les bars hétéros, puis il y avait aussi des backrooms dans les bars hétéros. Bien sûr, encore maintenant. Encore maintenant, la police ne descend pas dans les clubs échangistes. Là. C'était une injustice. Ouais. Bien, encore là, autant, comme je te disais tantôt, au niveau personnel, que j'incarnais quelque chose peut-être dans l'ombre, collectivement aussi, on incarne quelque chose là, qui n'est pas... dont l'hétérosexualité, en général, se drape là, dans la vertu ou à peu près. Et c'est nous qui sommes les vicieux, tiens, pour reprendre un mot. Mais tu n'as jamais été arrêté dans ces descentes-là. Dans ces descentes-là, non. Tant que tu n'as jamais vécu ça. Mais tu n'as pas vécu de près, mais tu as vécu de l'extérieur parce que tu connaissais beaucoup de monde qui ont été appréhendés. Oui. Et comment tu as réagi quand tu as vu ça? Parce que là, je pense que est-ce que c'est là que ça t'a donné la fibre militante? Ça a commencé là? Ou tu l'avais avant? J'étais pas tout à fait, en fait. Pas tout à fait. J'étais un spectateur de ça avant d'être un militant pour la cause. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que j'en ai assez, je vais faire de quoi pour mes communautés? Ben, j'avais un ami qui était qui était dans la DGQ. Et ça, c'est l'Association pour les droits des gays du Québec. C'est ça. Et qui existait depuis déjà quelques années, mais là, on se situe, mettons, 1979 à peu près. Et qui me dit « Hey, on organise des danses, viens donc. » Fait que j'ai commencé dans le socio-culturel de la DGQ. Et ensuite, avec ma grande gueule, évidemment, tu vas au CA, on t'invite à ça. Donc, il y avait le comité politique, le comité, le divan jaseur, le comité des jeunes, les pères gays. Le divan jaseur.
Ça s'appelait le divan jaseur. C'est quoi ça? C'était comme un espèce de salon où tu arrivais, puis que tu pouvais... C'était un espèce de drop-in center, si on veut. Oui, là, oui. Tu sais, un centre d'échange, là, une espèce de porte d'entrée. Parce qu'à l'époque, les gays n'avaient pas beaucoup de place pour se rencontrer, sauf les parcs où c'était interdit, où ils se faisaient, et les bars où c'était aussi de la répression. Oui. Donc, c'était un endroit un peu plus, on vous dirait maintenant un safe space, un endroit... Exactement, j'avais ce mot-là en m'en venant. C'était un endroit bienveillant. Oui. Le Trox, là, ça a vraiment été un point tournant dans l'atteinte des droits là, pour les personnes des communautés de la diversité sexuelle et de genre. C'était une descente épouvantable, en 77, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Automne, peut-être, 77, quelque chose comme. Puis on parle quand même là, de 140 quelques hommes qui ont été arrêtés. Oui. Là, tu vois ça. Ça répète toi, parce que j'imagine que tu es allé au Trox de temps en temps. Ce soir-là, tu n'étais pas là? Non, ce soir-là. J'étais en couple. J'ai rencontré mon chum en mai 77. Bon, une des bonnes choses d'avoir un chum, de ne pas se faire ramasser au Trox, c'est ça? Officiellement, oui. Donc, mais tu as connu des gens. Et là, la DGQ a décidé de s'occuper de la défense de ces personnes-là. Oui. Écoute, la police est descendue, mettons, je sais pas moi, un jeudi soir, et le vendredi soir, on était comme 1500, 2000 dans la rue avec les pancartes et tout, là. Mais à ce moment-là, j'étais pas impliqué comme tel, mais quand il y avait des manifestations, c'est drôle, hein? Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas rien de ça, et en dedans de 24 heures, on pouvait ramasser des milliers de personnes. Ah, les gens s'appelaient, hein? Oui. Ouais. Oui, ils appelaient ça des pyramides de téléphone, là. Oui, oui. Et voilà, que ce soit pour ça. Puis il y avait aussi des descentes dans les saunas. Il y avait des saunas sur la rue Saint-Denis, le David, je me souviens plus, en tout cas. Puis la police faisait des descentes là aussi. Voilà. Et à chaque fois, le lendemain, c'était les manifestations. Et moi, j'y allais, même si je n'étais pas impliqué à la DGQ. Là, je faisais partie de ça et je prenais des pancartes et j'organisais des choses comme ça dans mon village. Là. Oui, tu étais habitué. Mais alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu dis, OK, moi, je m'implique? Moi, j'ai une propension à me donner, comment dire, à servir à une cause. Tu veux je suis aider. capable de prendre les intérêts supérieurs d'une cause et de me mettre de côté vis-à-vis ça, et d'un kamikaze. Regarde, tu sais, on se ferme les yeux, puis on se serre les mâchoires, puis ça va arrêter, là, tu comprends? Ouais. On continue, là, toujours. Et tu organisais donc des danses, parce que tu en organisais, mais pour financer les causes, hein, parce qu'il y avait besoin de frais d'avocat et tout ça. Là, exactement, parce que la DGQ, on avait un comité qui défendait les accusés du Trox. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dessus, mais finalement, les accusations sont tombées. Mais on nourrissait des avocats, là, nous autres, là, avec notre argent, là, tu sais. On ramassait à la sueur de notre front, presque, là, tu sais. Et tu as été l'organisateur ou tu as travaillé à organiser ce qu'on appelle la danse des papettes. P-A-P-E-T-T-E-S. 84. Je t'ai dit ça, moi. Ouais. Oui, absolument, absolument. En août de cette année-là, 84, le Vatican avait publié une autre encyclique qui dénonçait l'homosexualité ou la pratique d'homosexualité, en fait. L'Église a toujours dit que c'est la pratique, et non pas les homosexuels comme tels. Et comme on avait une danse en septembre, et le pape venait en septembre, comprends-tu? Alors, j'ai dit, mais là, il faut faire de quoi? On avait une danse de prévue. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit, on va appeler ça la danse des papettes. Mais là, ça a été très difficile de faire passer ça au CA de la DGQ, parce que juste le mot papette, ça ressemblait à tapette, puis ben non, puis ben... J'ai réussi quand même mon coup. Et on organisait des processions profanes, on organisait des projections de Roma, de Fellini au cinéma du village, à l'époque, qui était un cinéma d'art et d'essai, des Jean Genet et tout. Bon. Et oui, Et anecdote, moi, j'habitais sur Saint-Denis, au coin de Laurier. Ouais. Et le pape est passé juste sous mon balcon. Bon, est-ce qu'il t'a béni? Moi, je l'ai béni. Tout ça pour dire que
Oui. T'as aidé des gens à payer leur... En fait, t'as aidé à payer les avocats pour ces personnes-là grâce à ton travail, avec ton travail de levée de fonds. Oui, le groupe, l'association. L'association. Et t'as aussi contribué donc à rendre la vie un peu plus drôle. Oui. On s'entend que la danse des papettes, en 2026, on trouve ça drôle. Oui, mais je suis pas sûr. Là, on est dans un safe space, là, Oui, on oui. dit, mais je suis pas sûr que dans toute sous le drapeau arc-en-ciel, que c'est un mot qu'on peut utiliser. Parce que c'est proche de tapette, ça, là. Ah, mais je pense que le terme, c'est comme en anglais, queer, hein? Ça a été repris par... Ah, ouais. c'est comme les... Ouais. Je suis un peu étranger à toutes ces subtilités-là. Oui, parce que on va l'expliquer plus tard, mais parce Oui. qu'à un moment donné, tu as pris un recul vis-à-vis le militantisme, tu es parti faire autre chose, mais ça, on va y revenir. Oui. Rapidement, il me reste une petite minute à cette partie-là. Tu portes, si je comprends bien, un triangle rose. Oui. Hein? Et ça, en 1984, tu as fait un geste fort au monument des anciens combattants. C'est relié à ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On était assez actifs, donc encore en 84, on venait de faire la danse des papettes en septembre, et puis la DGQ avait proposé et décidé que le 11 novembre, à la célébration du souvenir, qu'on irait déposer au monument, en même temps que tout le monde qui allait déposer, il y avait un groupe de femmes aussi. Oui. OK. Une couronne en forme de triangle pour les homosexuels qui ont été assassinés, torturés dans les camps. Wow. Et donc, tu as un triangle rose sur le bras, c'est relié à ça. Hein? Oui. C'est une version un peu contemporaine du triangle rose. En fait, ce bras-là, c'est le bras de ma militance. Le bras droit. Le bras droit, oui. Voilà. Alors, le triangle rose, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, les nazis en allemand, je devrais dire, avaient désigné dans les camps de concentration par un triangle, un bout de tissu, un triangle rose qu'on faisait porter aux personnes homosexuelles. Oui, puis il y avait les triangles rouges, bleus, la croix lilas, de David. Oui. Tout dépend si c'était un Rom, un prisonnier politique ou quoi que ce soit. Et les homosexuels, eux, c'était un triangle rose. Et le triangle rose, ça avait été récupéré par la militance new-yorkaise après Stonewall, après les émeutes de Stonewall. Le triangle rose a été récupéré comme un signe de libération et d'affranchissement. Oui. Alors ça, d'ailleurs, Stonewall, c'est souvent le point de chute ou de rapport ou de début, de point tournant. Il y a eu un avant et un après. Oui. Et au Québec, on dit que c'est le Trox. C'est la descente au bar du Trox qui a été le point tournant là, pour les droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Je ne sais pas. Non? La descente au Trox, tu dirais pas ça, toi? Il y a beaucoup de personnes qui disent. Le Trox, là, ça a été spectaculaire. Ouais. On s'entend. Mais il y en a eu d'autres. Ben, plein. Ouais. Plein. Ouais, dont le sexe garage, entre autres, qui a été un autre moment fort. Oui, exactement. Le Buds, comme je te disais tantôt, les saunas. Même dans les années 90, il y en a eu une dernière, là, à l'époque où le Coq était sur Sainte-Catherine, dans l'ancien bureau de poste. Là, il y avait quelque chose en bas qui s'appelait, je ne me souviens plus, le labyrinthe. Les catacombes, je pense. Catacombes, voilà, c'est ça. Et de mémoire, à ma connaissance, en tout cas, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Puis les excuses de la police, les excuses de Trudeau et tout ça. Oui. Tu as quitté le militantisme à un moment donné parce que tu t'es dit, après combien de temps tu t'es dit, ben là, je pense que je passe à autre chose? J'ai quitté le militantisme. En fait, j'ai quitté l'activisme, le militantisme actif vers 1988 peut-être. Ça faisait quand même... à ce moment-là, j'étais animateur-réalisateur d'une émission de radio depuis quelques années. Et au début de mon implication dans cette émission-là, c'était associé à la DGQ, mais à un moment donné, je me suis dissocié de la DGQ pour pouvoir continuer cette émission-là parce que je me refusais à l'époque que ce soit par et pour les gays. Moi, je me disais, puis c'est ma démarche aussi, c'était d'établir un rapport avec, entre guillemets, l'oppresseur ou avec l'hétérosexualité. Et mon émission s'adressait au moins autant, sinon plus, aux hétérosexuels qu'aux homosexuels. Parce qu'il y avait un pont. On s'adresse à tout le monde, nous. Il y avait un pont à établir. Là. Et moi, j'y croyais. Alors, je le faisais. Et la raison pour laquelle, il y a eu d'autres choses, tu sais, j'avais fait le tour, on passe le drapeau à d'autres, ou
le drapeau est resté là, toi puis moi, là, tu sais. Il n'y a pas grand monde qui l'ont repris. Ouais. Jusqu'à l'apparition du drapeau arc-en-ciel. Oui, les choses ont changé. J'aimerais qu'on parle de toi parce que sous-jacent à tout ça, tu en parles librement, fait que tu me permets d'arriver avec ça. Tu avais aussi, tu étais une personne qui consommait de la drogue. Oui, plein. Puis non pas, pour toi, c'est pas une simple dépendance, bien que tu aimais ça. Écoute, avant même de prendre de la drogue, là, tu sais, la première fois que j'ai pris de la drogue, j'avais jamais fumé de cigarette de ma vie, j'avais jamais touché à l'alcool, j'avais jamais rien, et j'ai commencé avec le LSD. Et c'est quand ça? C'est arrivé quand, ça? Quand j'avais 17 ans. Quand même. À Matane? Oui. Mon Dieu, ça se rendait là. Bien sûr. Ben, la dope est bien meilleure en région qu'en ville. Je sais pas, je ne l'ai pas testé moi-même. Mais sérieusement, donc, tu as commencé très jeune. Qu'est-ce que c'est qui t'a amené vers ça? Ben, j'imagine que dans le temps, c'était... Je vais te répondre d'une façon un peu métaphorique, là. C'est l'absolu. Tu vois... La recherche d'une vie meilleure, parce que c'était pas facile vivre à Matane. Tu l'as dit tantôt, tu subissais de la violence. Oui, mais parallèlement à ça, il y avait une gang qui, comment dire, de qui je pouvais être, sinon un leader, à tout le moins un porte-parole. Donc, en même temps qu'on m'ostracisait, je pouvais être président de la classe, je pouvais être, j'organisais des pièces de théâtre, je faisais toutes sortes de choses, là, publiquement, en fait, là. Puis j'avais un public, en fait. C'est ça, pour ces choses-là. OK. Donc, tu as découvert la drogue. Même, tu sais, je te dis, j'avais 17 ans, mais même 2 ou 3 années avant, je voulais, j'avais hâte. Pour moi, c'était un monde. Là, quand on parlait de la drogue, c'était le démon et tout ça. Mais moi, je voulais connaître ça. Parce que je voyais les gens... C'est comme une quête spirituelle, quoi. Bien sûr, parce que j'avais l'expérience psychédélique de Timothy Leary. Je le lisais et je voulais aller là, moi, dans cette expérience psychédélique. Et tu as réussi à y aller? Oui. Bah oui. On devient vite un drogué malgré nos velléités spirituelles quand on consomme. Ouais. Alors, mais ça a toujours resté, toujours. Pour moi, là, le psychédélisme, là, c'est repousser les frontières de la conscience. Et pour moi, c'était la survie, là, la conscience. Parce que je regardais autour de moi, là, tu sais, en Gaspésie, tu sais, il mouille, il vente, puis il fait frette, là, tu sais. Fait que t'es tout seul, là. C'est devenu une dépendance? Oui, parce à Québec, là, mon Dieu, ça y allait fort, la mescaline, tous les bars, tu sais. Donc, LSD, mescaline? OK, LSD, mescaline... mon Dieu, bien évidemment, tout ce qui se fumait, tout ce qui se droppait, tout ce qui se sniffait. Est-ce que ça sniffait à l'époque? Je ne suis pas sûr. La cocaïne, ça sniffait, non? Non, j'ai commencé à Montréal. Ah oui? Oui, parce que dans le milieu, comment dire, sans dénoncer quoi que ce soit, là, mais disons qu'à l'époque, à la fin des années 70, la cocaïne, c'était les happy few. C'était chic et de bon goût, puis c'était... Je vais le dire. C'était... Moi, les gens de Radio-Canada, qui sniffaient de la maudite bonne coke. Et mon conjoint qui travaillait là avait de la bonne coke. On appelait ça comment, déjà, de la freebase et tout. Et, oui. Puis après ça, c'est devenu plus commun. Mais j'ai adoré la cocaïne, mais ça donnait du power, de la drive. Ah. Et de ça, je suis devenu addict aussi. Mais, tu sais, je veux dire... Tu prends bien de la coke, puis après ça, tu arrives chez vous, puis tu sniffes des activants pour dormir, puis aller travailler le lendemain. Puis j'ai jamais travaillé stone. Jamais. Et là, tu travaillais aussi, parce que c'est important de le dire, tu es un artiste. À l'époque, tu étais styliste, c'est ça? Oui. Alors, parle-moi un peu de ce que tu faisais. Tu étais dans le cinéma, dans la télé? Oui, j'ai travaillé pour le cinéma. J'étais assistant coiffeur pour le cinéma. Et ensuite, dans les années 90, j'ai travaillé quelques années à l'École nationale de théâtre.
Et j'ai adoré le théâtre, plus que le cinéma. Et tu es capable de faire cette carrière alors qu'en même temps, le soir, excuse-moi de l'expression, tu te remplissais le nez, quoi. Pas quand je travaillais à l'école de théâtre, parce que quand je travaillais, j'ai cessé de consommer total là, en 89. Parce que les dernières fois où, quand je travaillais dans le cinéma, là, on commençait le matin avec de la tisane aux champignons magiques. Là, fait que après ça, la journée se passait, puis on sniffait, puis tout ça. Puis bon, regarde. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic pour arrêter tout ça? Ben, le bas fond, en fait, là. Je te conterai pas l'anecdote, là, mais si ça se raconte à la radio, on peut le faire. Oui, à ta radio. Ouais. Ben, j'avais rencontré un gars au 5 à 7 du Cox un dimanche, puis je l'avais ramené chez moi. Puis, bon, on s'est mis ça à coke. Puis, à un moment donné, je sais pas... En dernier, là, je faisais beaucoup de blackout. Tu sais, je perdais complètement la conscience. Et bon, ce gars-là, chez moi, puis la dernière chose que je me souviens avant d'avoir passé en blackout, c'était que ce gars-là avait sorti un gun. Et j'étais fasciné par cet objet-là. Et moi, la dernière chose que je me souviens, c'est que je voulais prendre ce gun-là et me passer. Ouf! Et après ça, le lendemain matin, j'ai réalisé qu'on avait dû se battre, on avait dû, je sais pas, en tout cas, la maison était là comme défuntisée. Il t'a empêché d'utiliser le fusil. Là. Probablement, je sais pas. J'ai aucune idée. Ben, oui, parce que je suis là aujourd'hui. Fait que ça, c'était un élément déclencheur. On commençait à jouer fort un petit peu, là. Tu sais? En tout cas. Et le lendemain, quand j'ai réussi élégamment à sortir ce gars-là, quand j'ai refermé la porte, j'ai dit « That's it ». Et t'as jamais reconsommé depuis? Un peu de potes, là, c'est trop puis pas assez, en fait, le pote, là. Non, j'ai jamais retouché à rien de ça et ça m'intéresse pas. M'intéresse pas de me scraper, là. J'ai trop de choses à faire. Ah, ben oui. Puis on est rendu à un âge, on ne sait plus combien ce qu'il en reste au bout, fait qu'aussi bien de faire les choses maintenant. Ben, voilà. Mais toi, tu étais pour arrêter à 70 ans, mais tu l'as pas fait. Non. Heureusement. Non, heureusement. J'ai tellement de plaisir à... En fait, là, c'est depuis 60... Là, je vais avoir 75, là. C'est comme le... Je vis comme les dividendes de tout ce que j'ai essayé de faire. Et je savoure le retour que j'ai de tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu sais. Aujourd'hui, tu fais quoi? La musique. Qu'est-ce qui t'a amené là? Mon chum. Bon. Mon compagnon. Oui, celui que tu as rencontré, qui est avec toi pendant 5 ans. Voilà, c'est ça. Mais regarde, j'avais déjà un peu touché à ça, là. Tu sais, j'avais fait un... T'es pas mal touché à tout, en fait, hein? Je vois ça, là, parce que tu as fait de la photo. Photo, vidéo, installation, musique, performance, ce qu'on appelle maintenant du drag, là. Mais, oui. Parce que tu m'avais pas dit ça. Tu t'es habillé en femme, donc tu as fait de la drague. Oui, mais c'est il, hein. Moi, je me suis jamais pris pour... Moi, en robe, là, je pense que je suis encore plus il que sans robe. Un peu comme, je pense, Michel Dorion, hein, qui fait de la drague. Et Michel, c'est lui-même quand il est en drague. C'est un choix, là. Oui, absolument. Ah ouais? Oh oui. Écoute, j'ai fait mes premières apparitions montréalaises à une danserie qui s'appelait New York Flash. Et j'ai comme, pas parodié, mais tu sais, je suis un peu punk, hein, quelque part. Ouais. Puis j'ai fait du Nina Hagen. Oui, donc t'as écoute, fait du Nina Hagen. C'était... oui, puis porté par la foule, puis on les faisait boire pas mal avant de faire des shows. Je veux dire, ils se vendaient de la bière, là, c'était terrible. Puis, tant mieux, on faisait bien du cash pour défendre les accusés du trox. Ben oui. Mais voilà, oui, j'ai fait ça aussi. Mais je le fais, en fait, encore maintenant, j'ai un personnage. Hein, ah oui, ça s'appelle Elle. Elle. Ah bon, d'accord. Oui. Et Elle, c'est une exacerbation d'une de mes facettes. Ah, et il y a des choses qu'on peut dire en Elle qui sont plus faciles à dire en Elle ou qui sont plus évidentes. Tu sais, je veux dire, on parle pas de tragédien, on parle de tragédienne.
Tu sais, on va dans, dans la viande de ce que c'est. Là, tu sais. Il y a beaucoup de drag queens avec qui j'ai parlé qui m'ont dit quand je suis habillé de cette façon, en femme en l'occurrence, je suis capable de dire des choses que je ne pourrais pas dire quand je suis en civil. Il y a comme à un moment donné, il y a comme une couche de contraintes qui tombe avec ça. En ce qui me concerne, c'est plus la façon de le dire que de... Moi, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Hein. Moi, faut que je sorte là, ça, ce que j'ai à dire. Alors, et je suis un petit... Vas-y, là, parce que... Oui, j'ai une petite hésitation. C'est une hésitation. Je vais te poser une autre question, tu verras par la suite. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout ton parcours artistique, donc, tu as fait à peu près un peu de tout qui t'a amené à la chanson et d'avoir... Et là, tu m'apprends, parce qu'on l'avait... En pré-entrevue, on n'en avait pas parlé, que tu avais fait de la drague aussi. Et que ça te permet peut-être d'exprimer des choses que d'une façon différente. Est-ce que c'est aussi bon d'une façon différente que d'une autre, peut-être? Ou c'est plus facile à comprendre quand tu le dis en L? Tu vois, maintenant, là, je me suis un peu dénoncé, là, mais tel que tu me vois, là, moi, ça ne m'intéresse pas comment dire? Je vais aller acheter mon papier de toilette tranquille, comprends-tu? Oui. Tandis que elle, si j'ai un personnage, OK, ben le personnage est là, c'est le personnage qui agit, qui dit, qui se produit, et quand j'embarque sur une paire de talons hauts, là, ça me donne du power. Ah ouais. Les premières fois, là, je disais « wow ». Ah ouais? Ah oui. Puis quand je partais là, des danses gays, bien en femme, que je m'en allais chez moi, là, puis que les chars arrêtaient, tout ça, là, c'était du pouvoir sur l'homme hétéro. Il y a quelque chose avec l'homme hétéro, là. Et les falbalas de madame. Bon. D'accord. Donc, drag queen aussi. Revenons à la musique. Non, pas drag queen. Ah, drag. Non, regarde, je vais te dire pourquoi je dis pas drag queen. C'est que... Comment j'aborde ça? C'est que je me dis, si j'étais une femme de mon âge, de quoi aurais-je l'air? Donc, moi, je me maquille comme ma sœur jumelle pourrait se maquiller. Je m'habille comme ma sœur jumelle pourrait... Tu comprends? Alors, je vais pas dans une... Je vais dire une caricature de moi-même. Oui, c'est pas théâtral autant que... Non, okay. Non. Mais qui te donne le pouvoir, donc, du talon haut. On va retenir ça. La musique. Qu'est-ce que tu fais en musique? Moi, j'en ai écouté, j'ai été surpris. Ben, tu peux me permettre que je le dise, qu'un homme de ton âge fasse ce genre de musique? Oui. Ben, c'est surprenant. C'est ce qu'on me dit. On parle un peu de... C'est un peu punkish, c'est un peu... Oui. C'est ce qu'on me dit. En fait... Yoko Ono fait de la musique qui n'a pas d'âge. Fait de l'art qui n'a pas d'âge. Et je ne fais pas une Yoko de moi-même, là, mais pour moi, Yoko Ono, ça a toujours été une référence depuis 1968, là, quand elle est arrivée dans le paysage public, là, mettons. Là. Mais oui, puis avec Alain, mon compagnon, écoute, lui, il vient du rock, OK? Et moi, je viens de l'underground, concepteur, etc. Et notre association, Alain et à moi, c'était comme si une œuvre avait besoin de protagonistes pour exister, et nous étions, et nous avons créé cette œuvre. Cette œuvre qui parle des gens qui sont rejetés par la société. Et je t'ai cité en pré-entrevue Marie-Claire Blais. Notre œuvre parlait, parce qu'Alain est décédé en juin dernier, parle encore, même, je devrais préciser, de ceux, je cite Marie-Claire Blais, de ceux que les gens de jour relèguent à la nuit. Une citation incroyable, oui. Oui. C'est incroyable. Oui, c'est une citation qui... Quand j'ai entendu cette citation-là, j'ai dit « Madame Bliss, vous m'avez renversé. » C'est exactement... c'est une image qui ne m'a jamais quitté depuis que je l'ai entendue. Alors, qu'est-ce que tu racontes dans tes chansons?
Dans nos chansons... Dans vos chansons, parce que oui, c'était avec Alain. On avait... Alain, lui, il dénonçait. Oui. Tout, là. Alain dénonçait. Moi, j'avais une démarche un peu plus ontologique, étant donné ma psychothérapie depuis une trentaine d'années. Et moi, je vais dans le jeu. Mais au niveau musical, c'est sûr que, ça peut être... Tu dis, quelqu'un de mon âge qui fait cette musique-là, je ne peux pas la qualifier, notre musique. En passant, c'est pas un jugement. Hein. Non. Parce que c'est juste que c'est pas habituel. Ouais. C'est à peu près ça. Normand Lamour, sors de ce corps. Non, je fais pas du Normand Lamour. Mais, et depuis qu'Alain est décédé... Alain, c'est un multi-instrumentiste. On avait deux studios, d'enregistrement, de production, etc. Là, depuis qu'Alain est parti, tout ça, c'est comme un peu... c'est vanish, là. C'est un peu désagrégé. Mm-hmm. Fait que là, puis là, j'ai eu le deuil. J'étais en dessous de ma douillette pendant 6 mois. Et là, je commence en fait, j'ai commencé à laisser aller mon compagnon. Le deuil, c'est une partie du deuil. Et moi, je veux continuer à faire de la musique. La musique va continuer avec moi. Parce qu'Alain, avant de mourir, il me dit, là, ça fait 5 ans qu'on fait de la musique ensemble. Il dit, t'es capable de continuer tout seul. C'est beau. Mais tu sais, sans lui, qu'est-ce que je fais? Et à date, en tout cas, là, je dis, j'ai pas de band. Mais ce qui accote mon Alain, c'est l'intelligence artificielle. Je me sers de l'IA pour créer, et j'y mets mes textes, mon jeu. Et dans ma démarche personnelle, sans Alain, moi, ce que je veux, c'est du man to man. C'est un homme qui chante l'amour à un homme. Ça n'existe pas beaucoup, en fait. Là. J'en connais pas, là. Sauf peut-être un peu le jeune homme de Québec, Hubert Lenoir. Oui. Peu, c'est ça. Mais Hubert Lenoir, tu sais, on a 50 ans de différence, là, tu sais. Tout à fait. Comme je dis, je reviens sur le fait que tu as eu une vie absolument remplie, par moments déjantée, par moments sous l'influence. Oui. Je pense qu'on peut dire sex, drugs and rock and roll. Oui. Et tu as réussi pendant toutes ces années-là à ne pas attraper le mal qui a été si difficile pour nos communautés, donc le VIH, le sida. La première fois, quand j'ai arrêté de consommer de la coke, en 89, en février 89, après ça, j'ai passé mon premier test de sida qu'on appelait à l'époque. Et quand j'ai eu... dans ce temps-là, c'était ma chum qui était mon médecin. Alors, elle m'a appelé et elle a dit, écoute, elle a dit, t'es négatif. Sais-tu qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu, mais je suis condamné à vivre. Voyons donc. Je te dis, pour moi, c'était impossible que je ne sois pas affecté, infecté. Pour moi, ça se pouvait pas. Parce que t'en as perdu beaucoup des amis, toi, au VIH. Et... Plein. Écoute, dans les années 80, là, à l'époque, c'était l'Attitude. Je pense que le Fugue n'existait pas. Et de temps en temps, on avait un petit encart. Là, souvenez-vous de telle personne qui est morte d'une longue maladie et tout. Pendant ce temps-là, à San Francisco, là, il y avait le bar, le Bay Area Reporter, et il y avait des pages pleines de nécrologie, de gars qui mouraient du sida. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'assume pas ça ici, à Montréal? Tu sais, je veux dire, il faut que ça soit connu. Excuse le paradoxe, mais c'est vivant. Mais c'était beaucoup la honte qui jouait là-dedans, à cette époque-là. Judéo-chrétienne, bien sûr. C'est ça que je trouve absolument incroyable. Toi, la honte, là, c'est quelque chose que tu as connu quand tu étais jeune, puis tu t'es dit, c'est fini, moi, je ne veux plus rien savoir de ça, là. Parce que j'ai pas l'impression que tu as eu honte de ta vie, à part peut-être les premières années quand tu subissais l'intimidation. C'est drôle que... Ou la haine. C'est drôle que j'ai jamais pensé en termes de honte. T'as pensé en termes de quoi, toi? Mon Dieu Seigneur. J'ai pas l'impression que c'est un sentiment non. qui t'habite, parce que c'est pas. On s'est parlé plusieurs heures. Puis oui. Non,
Écoute, vivre avec la honte, jamais. Écoute, je serais mort. Ça fait longtemps que je serais mort. Beaucoup de personnes de nos communautés, en fait, la grande majorité, ont vécu, surtout de nos époques, là, ont vécu dans la honte. Moi, personnellement, j'avais pas le choix d'assumer, j'avais pas le choix d'être. Puis d'être plus encore, dans le sens qu'on disait, lui, c'est rien qu'un si. Ben moi, j'étais un si et demi, comprends-tu? C'est ma façon, moi, j'étais un provocateur. C'était ta façon de survivre à ça. Bien sûr, de leur survivre. Ouais. Ces gens-là, maintenant, ce que tu en vois, qu'est-ce qui leur arrive? J'ai fait regarde, thérapeutiquement, là, il fallait que je fasse une réconciliation avec le passé, avec ce qui a été. Et c'est drôle parce que dans les fins des années 90, début des années 2000, c'est arrivé à quelques reprises où, quand je retournais à Petit-Matane, que des gens, des oppresseurs de l'époque, d'avant, viennent me voir et s'excusent de ce qui m'avait fait vivre. Ça doit être bon pour ça. Et moi, je les recevais, là. En fait, je les aidais à ce qu'ils se sentent moins coupables d'une certaine façon. Parce que moi, c'était fait, là. Tu sais, c'était passé. Tu avais fait la paix avec ça. Mais c'est quand même validant. Ouais. Oui. Que quelqu'un vienne te dire, je m'excuse de ce que je t'ai fait. Ben, dis de même oui, parce qu'il y a des gens à qui c'est pas arrivé, qui aimeraient bien que ça leur arrive. Ça pourrait faire du bien, oui. Ben, je comprends donc. Ouais. Oui. De nos jours, comment vois-tu nos communautés? J'appréhendais cette question. J'avais dit que j'étais pour la poser. Je le sais. Je me sens un peu... c'est comme si je me sentais... Où est l'homme homosexuel qui aime les hommes dans cette militance idéologique LGBTQ plus 2? Je ne sais pas, pas un jugement de valeur, là, mais moi, est-ce qu'on parle de moi là-dedans? Je suis où, moi, là-dedans? Moi, puis là-dessus, je disais ça en entrevue au FUG à l'automne dernier, moi, je serais pour qu'on fasse une sorte d'état généraux de tout ça. De la diversité. Qu'on mette ça sur la table, puis qu'on revoie un peu l'étymologie de tout ça, qu'on inclut le binaire. Il est où le binaire? Là-dedans, on ne cesse pas de dénoncer le binaire comme étant le responsable de tous les malheurs du monde. Un instant, là. Oui, mais il faut dire que les personnes non-binaires se sentent exclues, là, mais c'est... Ben, regarde, bien sûr, se sentent exclus, mais le sont-elles vraiment tant que ça? On va peut-être faire cet état général des choses, peut-être. Ben, j'ai besoin de toi. Denis Villapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quel plaisir. C'est une traversée qu'on a fait avec toi. Oui. Parcours qui rappelle que nos libertés d'aujourd'hui ont été gravées dans la résilience de ceux qui, comme toi, ont eux-mêmes, ont osé être eux-mêmes dans ce monde qui les interdisait. Un univers même assez intéressant. Merci beaucoup, Denis Villapointe, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je fais la recherche, je réalise et j'anime cette série d'entretiens Affirmation. Et on remercie Mathieu Tessier qui en assure la mise en onde.